Bonjour, William Dab, je suis professeur du CNAM dans le domaine de la santé au travail. Très heureux de participer à ce MOOC sur le management et l'intelligence artificielle. Et pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle va permettre aux managers de révéler et d'amplifier le rôle fondamental, le rôle humain qui est le leur. Alors là, on ne va pas arriver à concilier notre obligation éducative et malgré tout ralentir cette épidémie. Il faut dire aux jeunes qu'ils doivent garder le masque à la maison. Chose qui est sûre, plein de nouveaux emplois intéressants qui vont venir. Le monde va chercher des spécialistes en intelligence artificielle pour les décennies à venir. Et c'est toute une gamme de métiers spécialistes en IA. Des ingénieurs, des experts en base de données, des statisticiens. Statisticien a été classé meilleur job du monde en 2015 par une étude d'un cabinet de prospective américaine. Un peu une revanche historique des statisticiens qui étaient déconsidérés traditionnellement au sein de la mathématique et même des sciences en général. Je me demandais si vous assumez toujours vos propos qui avaient fait beaucoup de bruit. Vous aviez estimé, il y a plusieurs jours maintenant, que l'épidémie toucherait plusieurs millions de personnes. Alors, on voit les chiffres chaque jour qui évoluent. Vous nous donniez à l'instant même votre projection pour la semaine prochaine. Vous assumez ces propos et j'allais dire, vous les confirmez ce soir ? Oui, je les assume, mais je les remets dans leur contexte. J'ai évoqué différents scénarios. J'ai bien utilisé le mot de scénario. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas combien de personnes ce virus va contaminer. Ce que je dis, c'est que potentiellement, il n'y a aucune raison qu'il ne contamine pas tout le monde. Personne ne peut dire le contraire. Bon. Je crois que plus personne n'a de doute sur le fait que la maîtrise des risques dans les entreprises passe nécessairement par l'implication de la ligne managériale, toute la ligne managériale. Évidemment, à la fin de la journée, on souhaite que tout le monde soit impliqué, mais avant d'en arriver là, c'est bien la ligne managériale qu'il faut impliquer. Il nous a fallu un long chemin en France pour mettre le doigt sur ce point, parce que nous sommes partis d'une conception très médicalisée de la santé au travail. Nous sommes en train d'en sortir. Je pense que c'est un constat que tout le monde partage. Restait maintenant à donner quelques outils pratiques permettant aux managers de tenir ce rôle sans nécessairement alourdir leurs tâches ou changer la définition de leur mission. Et c'était notre ambition dans ce MOOC. Et voilà, on espère que nous y avons contribué. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées. La première que je vois concerne les implications du refus de la France de voter la 45.000. Fort heureusement, ça n'a aucune implication. 7 pays ont voté contre, donc une large majorité de pays ont voté pour. Par conséquent, la norme ISO a été promulguée. L'avis de la France est ce qu'il est, mais il n'a pas de valeur réglementaire. Et en aucun cas, on peut empêcher une entreprise française d'aller chercher la certification ISO 45001. Et certaines l'ont déjà fait, beaucoup d'autres sont en train de le faire. Et je rappelle que celles qui sont OSAS 18001 ont encore environ 6 mois pour passer à l'ISO 45001, parce qu'après, ils perdront la certification OSAS. Et je suis toujours frappé quand même du fait que de façon dominante, et je pense que c'est un trait français, il y a une sorte de position critique dominante, soit pour dire qu'on en a trop fait, soit pour dire qu'on n'en a pas fait assez. Il a demandé, et c'est justifié, que l'on serre la vis. Écoutez, pas plus tard que ce soir, sur le réseau social de mon quartier, il y a une femme qui a proposé que demain, il y ait un jogging de groupe, parce qu'elle ne voulait pas le faire toute seule. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est absolument inacceptable. L'immense majorité des gens l'ont réalisé, mais il y a une minorité des gens
qui font fi de ces règles qui nous sont imposées et qui mettent en danger le droit, qui mettent en danger la démocratie et qui, bien évidemment, mettent en danger la sécurité de la population. Nous sommes en juillet 2009. Qu'est-ce qui est devant nous? Des décisions très difficiles. Bon, encore une fois, on peut être optimiste. Ce virus pourrait même disparaître. Il pourrait continuer sa stratégie actuelle, qui est relativement intelligente pour un virus, qui consiste à ne pas tuer tous ceux qui l'infectent. Ce qui lui offre la possibilité, la meilleure possibilité de survie et d'infecter le plus grand nombre possible. Le virus pourrait muter, il pourrait muter spontanément, il le fait tous les jours. Un virus qui comporte 8 brins d'ARN est très instable et mute tous les jours. Il pourrait muter sous la pression de l'utilisation massive du Tamiflu et des autres antiviraux. Et c'est quelque chose à prendre en considération. Quel sera l'impact de la mutation? Est-ce qu'il sera bénéfique pour l'homme ou bénéfique pour le virus? Eh bien, on n'en sait rien. Voilà. Il faut se préparer à gérer cette incertitude. Si on se place dans le cas de figure d'un scénario moyen, avec le scénario qui, je dirais, le plus attendu, une deuxième vague du virus qui deviendrait un peu plus agressif qu'il ne l'est maintenant, alors nous allons faire face à une certaine difficulté. L'ISO 45001, ce n'est pas un système de management. Il y a un S dans le titre de système de management. Et donc, l'ISO 45001 laisse les entreprises libres de choisir le système de management qu'elles veulent, mais il y a un cahier des charges de critères souhaités leur permettant d'obtenir cette certification. Et ce point-là, je pense que les partenaires sociaux ne l'avaient pas compris, et l'auraient-ils compris, aurait-il eu la culture pour le comprendre, je pense que le vote n'aurait pas été aussi négatif qu'il l'a été. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a des pays qui ont voté contre, une majorité de pays ont voté pour, et dans la gouvernance de l'ISO, ça suffit pour que cette norme soit valide de par le. Mesures de précaution pas toujours extrêmement lisibles. Je citais le Louvre, pourquoi ne pas fermer un musée de cette ampleur et interdire au public les salles de spectacle de plus de 5000 personnes? Il y a cette parfois illisibilité qui n'est pas de nature à rassurer tout le monde. Oui, c'est un peu compliqué. Je voudrais d'abord rappeler que la situation que l'on connaît n'est pas un cas d'application du droit de retrait, qui est un droit très important, du droit du travail et de la protection de la santé, qui ne s'applique pas dans le cas présent. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, les enseignants pourraient faire de même, les chauffeurs de bus également, les vendeurs dans les grands magasins. Autrement dit, parce qu'on est en menace épidémique, tout le pays s'arrête. Bien sûr, donc là on outrepasse un droit. Avec des conséquences économiques qui ne seront pas sans conséquences sur la santé. Donc vous condamnez ce détournement? Je n'ai rien à condamner du tout. Je dis qu'il faut garder du bon sens et que cette situation-là, le droit de retrait n'a pas été prévu pour gérer ce type de situation, et ce n'est pas la bonne réponse. Bonsoir professeur, je voulais savoir si vous aviez pu voir ces images de patients attendant devant l'Institut d'infectiologie de Marseille pour se faire diagnostiquer, et que vous évoquez ces images. Si vous voulez, pour vous dire, on reparlera sûrement de la chloroquine tout à l'heure. Écoutez, je vous dis une première chose. J'ai le plus grand respect pour les compétences scientifiques du professeur Raoult. Mais je pense que ce qu'il fait là n'est pas correct. On n'improvise pas une politique de dépistage tout seul, dans son coin, dans une région de France, attirant des centaines de gens. J'ai vu même
de Montpellier qui prennent des risques pour venir dans un dispositif de santé publique qui n'est pas encadré, qui se fait de façon sauvage, je dirais même de façon anarchique. Et je ne vois pas quel service de santé publique on est en train de rendre à la population. Il est évident que si nous disposions de plus de tests, la stratégie serait différente. Sauf que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'il faut tous qu'on aille à Nice se faire tester? C'est pas sérieux. Donc là, aujourd'hui, on est sur une maladie qui s'apparente à un gros rhume, avec un petit mal de gorge. Et là, l'ambiance, c'est « on nous a fait peur pour rien ». Et moi, je suis persuadé qu'au premier décès français, sur le territoire de la France, il y aura à nouveau une vague d'inquiétude. Puis il suffit qu'on ait 2 ou 3 décès rapprochés pour que, immédiatement, la perception de la population change. Et que ceux qui disent aujourd'hui « oh, ils en ont trop fait », seront les mêmes qui, demain, nous diront « eh ben, ils ont regardé le virus passer, ils n'ont rien fait ». Ça, c'est caractéristique des situations de crise, c'est-à-dire des situations où le risque perçu peut être modifié de façon très rapide et où l'inquiétude va fabriquer un bouc émissaire. Cela dit, chacun doit être conscient que si ça continue comme ça, et que s'il y a encore une minorité de la population qui continue d'ignorer ces règles de sécurité sanitaire, alors, tout simplement, nous risquons tous de nous retrouver comme en prison. Il y a en plus, alors là tout récemment, une autorité européenne de santé et de sécurité au travail qui vient d'être installée et qui vise notamment à assurer un niveau de protection identique, notamment pour les travailleurs transfrontaliers. Parce que, évidemment, malgré le fait qu'on ait un cadre juridique uniforme pour les 27 pays de l'Union, la manière dont il est appliqué, l'intensité de l'effort de prévention, lui, n'est pas, évidemment, n'est pas homogène d'un pays à l'autre. Alors la nouvelle autorité européenne de santé et de sécurité au travail va justement veiller à diminuer les disparités et essayer d'assurer une protection homogène des travailleurs sur l'ensemble des pays de l'Union. Je comprends que les lycées et les écoles restent ouvertes. La perte de la scolarisation a plus de conséquences dans les familles modestes. Donc je crois que c'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque et qu'ils soient très rigoureux sur l'hygiène des mains, surtout dans des petits logements. Si on ne contrôle pas ça, alors là, on ne va pas arriver à concilier notre obligation éducative et malgré tout ralentir cette épidémie. Il faut dire aux jeunes qu'ils doivent garder le masque à la maison. Et là, le patron de Saint-Gobain a également incité ses managers à le faire. Et d'ailleurs, sur ma recommandation, ne l'a pas rendu obligatoire. Pour pas donner l'impression que c'était une contrainte de plus, etc.
s'est emparée de beaucoup de Français. Cette épidémie fait peur. Et bien sûr qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Depuis le début, nous faisons face à cet ennemi invisible, imprévisible. Et évidemment que ça fait peur. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi ils n'ont pas de masque? Le monsieur vient de me dire, faut porter des masques. Le masque est dangereux, madame. Vous êtes en train de... Vous faites n'importe quoi là, vous venez de le dire. C'est le masque qui est dangereux, on porte pas de masque. Non, vous êtes en train... Vous faites n'importe quoi là. C'est quoi ça? Renseignez-vous, madame. Le masque est toxique, le masque est très dangereux, madame. Ça abaisse nos défenses immunitaires, ok? L'OMS a dit, les seuls gestes importants, c'est la distance de sécurité et se laver les mains, madame. C'est tout. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Non, je ne suis pas égoïste. Je tiens à ma santé. Vous Vous allez masquer votre enfant de 6 ans. Votre enfant de 6 ans, vous allez le masquer. Non, je ne mettrai pas mon masque, madame. Non. Je tiens à ma santé. Je ne mettrai pas le masque, madame. Vous êtes confiné dans votre tête, c'est tout ce qui se passe. Vous êtes confiné dans votre tête. Non. Le peuple a besoin de respirer. Le peuple a besoin de respirer. Je ne fais que mon travail. Maintenant, on met le masque. Demain, ils vont nous imposer le vaccin. Le vaccin. Combien a-t-on de cas porteurs du virus actuellement en France? Nous ne le savons pas. Dans la rue, qui touche évidemment tout le monde, puisque la retraite, c'est universel. Et aussi bien les enseignants que les hospitaliers, que le privé aussi, que les cheminots, voilà. Il y a un moment, ça passe plus, j'ai l'impression, hein, enfin, moi je suis beaucoup au contact de la rue. Discutais par exemple avec mon primeur ce week-end au marché, il me dit mais... Le temps presse à Paris, je parie sur la capitale pour faire péter les portes des petits pédeux qui paradent à Bercy. La frime nous enfume avec la finesse du fort fascinant fion de la France sans fond qui faiblit quand on est en face. Ridicule petit micro-maçon, en mission pour la moisson. Pas de saison pour semer les graines de la division. Le son de la démission, le son de la provocation. Un son qui doit nous servir à tous de leçon. Tu as pris le pouvoir bien avant l'élection, les médias étaient tous de ton côté. On le sait, tu le sais que tu nous as trompé, le Gaulois réfractaire n'est pas niais. Tu nous as réservé un cadeau de Noël sans nous dire que ça venait tout droit de Bruxelles. Tu nous as mutilé, trahi, menti, volé, tu as perdu toute ta légitimité. Une fausse opposition qui s'oppose sans jamais engager la moindre destitution. Un pays complètement meurtri, il ne sait plus où aller. Alors c'est maintenant ou jamais. Maintenant. L'histoire s'écrit devant nos yeux sans que nous trouvions la réponse adéquate à l'agression par une horde de lapins. Nous subissons la pression physiquement dans toutes les régions de France qui se battent pour un meilleur avenir pour nos enfants, nos parents, nos maisons, nos ponts, nos villages, nos barrages, nos transports, nos aéroports, nos routes, nos paysages, nos montagnes, nos mers, nos côtes, nos terroirs, nos savoir-faire, nos langues, nos cultures, tout simplement le socle commun de nos vies. Arrêtons de les regarder, ces milliardaires à la télé, les entend de riposter devant tous ces traîtres tarés. Ne minérons pas notre puissance devant leur état d'urgence. Faut pas laisser passer notre chance de stopper leur abondance. On va prendre le pouvoir en usant l'élection si on ne veut pas tomber dans la violence. Violence que l'on s'est attisée par les mêmes pour une dictature militaire. Pas de plan A, pas de plan B, unité pour retrouver notre souveraineté. Un cerveau des idées, une logique, le Frexit, c'est la panique. Le moment est aujourd'hui arrivé de se lever pour s'unifier et sauver de ceux qui nous divisent, pensant qu'ils perdurent pour l'éternité. Usant de guerre, c'est de méfaits, donc pour nous c'est